Bienvenue, bienvenue, merci d'être là. Je suis toujours impressionné quand je vois la salle qui est super grande, puis là, ça se remplit. C'est drôle, vous êtes tous quasiment du bord là, mais là, ça déborde l'autre bord. C'est intéressant. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Dave Jacques, je suis facilitateur et coach agile. Je reconnais plein de gens là, que ça fait longtemps que j'ai vu, c'est le fun, plein de nouveaux visages aussi, bien agréables à rencontrer, à voir, genre, ah, t'es grand, t'es petit, on ne le sait pas avec juste la face, ça, c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, je suis en mode, je présente avec vous, on va avoir quelques interactions, et ça se veut vraiment informel. Je ne suis pas du genre à être en mode, je vous présente une vérité en tant que telle, là, pas dans ça. C'est vraiment un peu à mon habitude. Ceux qui m'ont déjà vu, en général, je bouge beaucoup. Je m'excuse pour la caméra, je vais bouger beaucoup. Je suis comme ça. Donc, j'ai appelé ça l'angle mort des transformations agiles. C'était un peu pour vous provoquer, parce que tout le monde fait des transformations agiles, mais il y a des choses qu'on n'observe pas. Puis Dave West en a mentionné plusieurs, puis vous allez sûrement voir des parallèles. Alors aujourd'hui, ce que je regarde, c'est que je vous amène quelque chose que j'ai un peu... fait plusieurs années que je travaille, mais que j'ai découvert... Ouh! C'est bon, y a-t-il un esprit dans la salle? Non, c'est bon. Que j'ai découvert et que je me suis mis de plus en plus à implanter, mais maintenant, il y a une personne qui l'a un peu modélisé, fait un groupe de personnes, puis je me suis dit, ça serait le fun de le présenter, puis faire des parallèles avec ce que je vis avec mes clients et autres. Donc, le mot transformation, là, c'est le mot de l'heure dans les organisations. Là. Si vous ne faites pas une transformation agile, vous n'êtes pas in présentement. C'est pas mal ça. Hein? Qui est dans une transformation agile présentement? Oui, OK. Qui va l'être bientôt? C'est ça, exactement. Bon, voilà. Donc, c'est très, très présent. La transformation, ça se veut aussi une notion de transition, passer d'un passage à l'autre. Je suis très, très impliqué dans ça. En termes de coaching, pour moi, cette notion de transition, elle est importante. Je vis dans l'entre-deux. Okay? On part d'un point, puis le but, c'est de vous amener à un autre point. En général, ça fait peur, c'est difficile. Hein? Il y a des risques à faire ça. Moi, je suis une personne, j'ai découvert ça dernièrement. Moi, j'aime ça être entre deux. J'aime pas ça être à une des deux îles puis un point. Je suis pas bien, je me sens comme si j'étais limité. Mais quand je suis dans l'entre-deux, j'ai plein de possibilités. J'ai découvert que c'est l'inverse pour bien des gens. Comme moi, c'est mon île, je suis sécuritaire à cet endroit-là. Mais moi, j'ai besoin de ce mouvement-là en tant que tel. De là pourquoi ce travail-là est super important pour moi. Donc, c'est dans cette optique-là que la notion de transformation devient importante. Puis j'ai besoin de vous partager ça. Puis là, pourquoi je vous parle de ça? C'est quelque chose qui est difficile, une transformation. Hein? À chaque fois que je travaille avec un client, en général, on voit plein de belles possibilités. Puis là, on se lance là-dedans, puis là, les genoux commencent à nous lâcher un peu. Ah oui, il faut parler de ça. Ah oui, il faut parler de ça. Ah oui, il faut parler des RH, mais je ne me parle jamais. Oui, mais il faut falloir y aller dans ces moments-là. Ça demande beaucoup de courage. Et c'est un travail qui est le changement. En soi, on parle de transformation agile, mais c'est un changement d'organisation. Et demain, il va en avoir un autre changement. Demain, il va y avoir autre chose qui ne s'appellera pas agile puis qui va être intéressant parce que ça va être le nouveau moyen d'atteindre vos objectifs. Donc, cette notion de changement, de transition, de transformation, c'est perpétuel. On a besoin d'être bon à faire ça. Puis présentement, en général, les humains, on n'est pas bon à faire ça. On n'aime pas ça. L'humain, il n'aime pas le changement. J'aime pas le changement. Honnêtement, là, je travaille là-dedans, mais j'aime pas ça. Je sais pas, comme dit, mais Dave, il faudrait travailler demain. Pas ça. J'étais bien là, mais moi aussi, je suis comme ça. Sauf que j'accepte que c'est la bonne pratique du moment. Il faut être capable d'aller évoluer vers l'autre. Ça, c'est ça l'essence d'une transformation. C'est jamais vraiment fini. Vous êtes déjà, ceux qui disent que ça s'en vient bientôt, vous êtes déjà dedans. Vous êtes ici, vous êtes en train de préparer mentalement les choses qui s'en viennent. C'est une étape d'une transformation. L'inspiration, d'où ça me vient, ce que je vais vous parler aujourd'hui, des modèles au niveau des patterns, au niveau des transformations. Ce n'est pas un modèle de transformation que je vous présente. C'est vraiment, on pourrait parler de principe ou autre, on va le voir un petit peu.
mais je vous amène un peu l'inspiration d'où ça vient. Daniel Mézic, qui était ici en 2013, si je ne me trompe pas, qui était le keynote, qui parlait d'Open Space Agility, qui est rendu qui est rendu ça maintenant, c'était un autre nom à l'époque. C'est une personne que je suis depuis environ 6-7 ans. C'est quelqu'un d'assez underground, on ne le voit pas vraiment. C'est pas, puis, fait cocasse, c'est pas un bon présentateur. Il n'est pas le fun sur scène. Mais en one-on-one, par exemple, en petit groupe, il est extraordinaire. Il est capable d'amener une notion très, très grande. Et il travaille énormément sur les approches ouvertes. Donc, la notion d'open space, la notion de travailler avec les gens, d'être inclusif, ce sont ces approches. Il a même fait un modèle qui est l'Open Space Agility, de comment tu fais ta transformation basée sur l'open space. J'ai suivi ces choses-là, puis je trouve ça très intéressant. Puis ça va un peu être la pierre angulaire dans ce qu'on va discuter aujourd'hui, parce que Dave West le dit tantôt, si je n'ai pas un people-centric, une approche qui est basée sur les gens, ben c'est difficile, je ne serai pas capable de faire ce changement-là. C'est exactement ça. Lui, il focus sur ces choses-là depuis très longtemps. Puis moi, ça me parle, ça m'intéresse de faire ça. C'est basé sur l'Open Leadership Network, donc ce n'est pas Daniel Mézic tout seul. Ce que je vous présente, c'est un regroupement de gens qui travaillent par des approches ouvertes et autres, puis on dit, hey, on a comme des patterns qui sont intéressants, que si vous travaillez là-dessus, ça va vous aider dans votre transformation. Donc c'est ça que je présente aujourd'hui. Et la plus grande inspiration que j'ai depuis toujours, c'est la première valeur du Manifeste Agile, qui dit les interactions et les individus plutôt que les processus et autres. Moi, s'il y en a juste une que j'ai à focusser, c'est celle-là. Les autres sont comme dépendantes pour moi de celle-là. Ça, c'est ma vision, c'est comme ça. Donc, pour moi, j'ai toujours une approche par les gens. Si les gens sont bien, sont heureux, qu'ils sont capables de collaborer, le process, il va marcher après. Je sais qu'il y en a qui c'est l'inverse. Bien, si j'ai un bon processus, je vais avoir une bonne collaboration. C'est un débat d'idées. C'est correct. Moi, je fais mon choix que c'est par les gens. Et à date, j'obtiens quand même des bons résultats et aussi, je me sens bien dans ça. Je respecte ma manière de faire. Donc, mon inspiration aujourd'hui est ça. Le point de départ, on se souvient, l'agilité, 4 valeurs, de 12 principes, puis maintenant une multitude de pratiques. J'ai mis plein de picots, mais il n'y en a probablement pas assez. Il y a plus que juste Scrum et Kanban, il y a plein de petites choses autour de ça. Donc, ce point de départ-là, il est encore valide. Même si ça fait 21, 22 ans qu'il a été écrit, il y a encore des bonnes choses. Il y a eu des nouvelles versions. Dave West a fait son hommage tantôt que j'ai trouvé super intéressant. Donc, sa version adaptée à maintenant, c'est encore très valide. Aujourd'hui, ce que je vous présente, ce sont les modèles qui sont entre les principes et les pratiques. Pourquoi? Des valeurs, c'est intéressant. C'est des grandes lignes, les gens plutôt que les processus, la négociation plutôt que le contrat, du logiciel utilisable. Ce sont des bonnes valeurs, mais c'est large, c'est grand, c'est noble jusqu'à un certain point. Les principes aussi, c'est une sous-branche un petit peu plus simple. Un que j'aime toujours, c'est l'art de la simplicité. On a le don de se compliquer la vie pour faire ce qu'on a besoin. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Mais encore là, c'est pas très concret ce qu'on va arriver. Puis là, on passe des principes, puis on dit « Go, Scrum! Voici Scrum, voici tes rôles, voici tes événements. » Puis là, on essaye ça, puis là, les gens disent « Pourquoi je fais une rétro? Pourquoi je fais une revue? » Puis là, ils regardent le manifeste, ouais, mais c'est écrit qu'il faut que je fasse l'art de la simplicité. C'est pas simple, il faut que je fasse 8 meetings. C'est quoi? Il y a un entre-deux qui n'est pas là. OK? Puis c'est un non-dit. Fait que ce qu'ils ont fait, ils ont travaillé, puis ils ont dit, on va essayer de trouver c'est quoi qui est entre ces deux-là. Donc c'est vraiment, voyez-le comme un pont entre les principes et les pratiques, qui va aller un petit peu plus loin. C'est beaucoup de choses qui sont non-dites, beaucoup de choses qui sont dans... On en parle, mais on n'en parle pas assez, ou on en parle, mais pas dans le meeting, on en parle autour de la machine à café ou maintenant dans un chat privé avec quelqu'un sur Teams. C'est rendu la nouvelle méthode. Je le fais. Donc, les 8 modèles, on va les passer au travers. Je n'ai pas traduit les images, mais j'ai traduit les titres un peu librement, donc on va l'utiliser. Donc, c'est vraiment différents, on va dire, points de vue qui pourraient vous aider dans vos transformations et même plus large que vos transformations. Le premier, mais non le moindre, le leadership d'invitation. Quand on parle de leadership d'invitation, c'est de dire « je vous invite à participer avec moi » versus de « je vous oblige à participer avec moi ».
C'est deux choses extrêmement différentes. Le leadership, il y a un paquet de livres, il y a un paquet de choses. Je n'embarquerai pas dans la définition du mot, s'il vous plaît, OK, on ne fait pas un débat. Quoique, si vous voulez faire une conférence là-dessus, vous pourriez. Mais c'est vraiment un point qui est extrêmement important dans ce qu'on va faire présentement. Qui travaille en mode tiré présentement? Hein, quand on dit tirer, c'est j'ai du travail, puis quand je suis prêt, je le tire. Qui travaille en mode tiré présentement? Okay. Qui travaille en mode poussé, donc je me fais pousser du travail. C'est intéressant, il n'y a juste pas beaucoup de monde qui l'ont levé la main. Fait que je ne sais pas en quoi vous travaillez. C'est en mode stagnation? Il y a les deux, c'est bon, OK? Qui a une gestion en mode poussé, qui se fait pousser des trucs? Courage, s'il vous plaît, un petit peu. Non. Qui a du leadership en mode tiré, que je veux dire, mon gestionnaire m'invite et je prends ce qui m'amène. C'est plus bas, c'est plus difficile un petit peu. C'est un point extrêmement important. Une invitation, là. Aujourd'hui, vous avez eu une invitation. Je vous invite à venir à l'Agilto. Je vous invite à venir à cette conférence. Voici le titre, voici la description, voici à quoi vous attendre. Je ne vous ai pas forcé de passer la porte qui est là. Je ne savais pas qui allait passer. Vous aviez le choix de dire oui ou non. Et un non est une réponse. Hein? Non, OK, c'est bon, j'accepte. Donc, c'est une invitation, ça peut se refuser. Je ne le vois pas tout le temps en leadership, pour vous assurer. Hein? En général, c'est plus la fameuse phrase « Oui, mais Dave, il faut que tu comprennes que. » Et là, il y a la demande qui va avec. Ça, c'est pas un leadership d'invitation. Ça veut dire que c'est une participation facultative. Aujourd'hui, c'est facultatif. Si à un moment donné, ça ne vous tente plus, la porte est ouverte et je ne serai pas... j'aurai pas de problème avec ça. J'accepte ça. C'est une invitation et c'est comme un consentement, ça se retire quand ça vous tente. Donc, la participation facultative, si je vous invite à un meeting, vous pouvez dire non. Si je vous demande de participer à un projet, vous pourriez dire non. C'est ça, c'est dire comment je crée un environnement assez intéressant pour que j'aie envie d'être là. C'est ça, le leadership d'invitation. C'est facile de dire je suis en haut de toi dans la hiérarchie, obéis. Je minimalise, mais ça pourrait être ça. Mais trouvez-vous, c'est pas mal plus difficile de créer quelque chose d'intéressant pour que le monde soit là volontairement. Mais c'est là l'enjeu. C'est ça qui fait quand on dit people-centric, c'est ça, on vient travailler sur cette partie-là. Je ne sais pas si vous savez, là, mais dans les invitations dans Outlook, là, il y a deux champs. Il y a obligatoire et facultatif. Qui utilise le facultatif? Qui l'utilise sans que ça soit pour informer quelqu'un? Il y en a moins, mais ça commence super. Vous l'avez l'option là, dans toutes vos invitations. Ça sert à ça. Je vous mets au défi, dans vos prochains meetings, de créer de quoi d'assez intéressant, puis de mettre tout le monde en facultatif, puis pas écœurer le monde d'être là. Puis voyez qui est là. Ceux qui sont là, c'est parce que ça va le tenter d'être là. Versus que quand c'est obligatoire. Vous l'avez l'option, tout le monde là. Google là aussi, peu importe. Mais par défaut, c'est pas facultatif. Et ça t'en est un bon exemple, pratique, concret. Un des livres les plus intéressants qui est par Daniel Mesic et Mark Sheffield, qui est justement sur le leadership d'invitation. Donc, ils vont beaucoup plus loin dans des pratiques. J'en ai donné une très, très simple, mais il y en a beaucoup d'autres à l'intérieur de ça. Mais regardez en tête qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas un leadership d'invitation dans vos approches, bien, votre transformation, vous allez la faire en waterfall, comme il l'a dit dans sa slide tantôt des West. C'est ce qui va passer. Hein? On va voir dire, bien là, on est rendu à telle étape, fait qu'aujourd'hui, on fait tel meeting. Mais la personne n'est pas nécessairement là. Elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a besoin? C'est ça qu'on va aller chercher. Prochaine, avoir des accords explicites. Hein? Qu'est-ce qui fait que... C'est quoi nos règles ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble et qu'on veut l'être? Donc c'est nos fameux rôles, les responsabilités. C'est probablement la chose que je trouve qu'on parle trop tard dans une transformation. Là, on se fait dire, ben, voici tu es SM, voici tu es PO, c'est telle affaire, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais attends, là, j'ai d'autres jobs. Qu'est-ce qui se passe entre ce que je fais maintenant et qui va se passer là, puis versus une description de poste? Oui, mais moi, ma description de poste, c'est analyse fonctionnelle, un tel, puis c'est écrit que je dois faire telle tâche. Il y a une différence.
Et c'est le sujet que je trouve qu'on aborde le plus tardement dans une transformation. Ça fait mal, parce que ça vous touche personnellement et ça vous touche en dehors de votre travail. Ça vous touche sur votre ego, sur qui vous êtes, si vous êtes bon, pas bon, votre performance et autres. C'est extrêmement personnel. Alors, si on n'en parle pas, puis on dit on va en parler plus tard, quand on a déjà implanté Scrum et Kanban et toute l'affaire, puis qu'on a fait 8 certifications, mais on n'a pas encore parlé de rôle et responsabilité, clairement. On a dit, oui, mais c'est écrit que tu vas faciliter le meeting. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est l'organisation du travail aussi derrière ça. Fait que là, ça devient qu'est-ce qui se passe entre qui fait quoi à quel moment. C'est ça qu'on a besoin de savoir. Si on ne le dit pas, ben, on a un paquet de questions, puis on a des trucs qui sont implicites, qui sont en dessous de la couverture. Oui, mais, ça commence généralement comme ça. Puis là, quand on essaie d'appliquer, ben là, t'es PO, mais tu décides pas, peut-être pas tout de suite maintenant. Mais là, je suis PO ou je suis pas PO, là? Je suis SM ou c'est le chargé de projet qui fait ça? Ah, ça donne un autre belle, ça. Hein? Ben c'est ça, vous riez jaune un peu, mais c'est réel. Le middle management, là, j'ai beaucoup d'empathie. C'est dur, une transformation comme ça. C'est une extrême pression sur ces gens-là, sur la transformation. Donc, plus on en parle tard, et moins ils sont avec nous autres, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Sécuriser leur siège. Ils vont dire, je veux être utile, je suis là, fait que je vais tout faire pour garder mon... Je vais t'écouter, mais le moment où ça va être le temps de changer, ah non, ça c'est pas moi, ça c'est là, ça c'est mon petit point. Jusqu'à temps qu'un jour, on a le vrai talk sur le rôle et responsabilité. Ça amène aussi à la notion de promesse. La promesse, c'est de dire, par exemple, je vous invite ici, il y aura une conférence qui va durer maximum 1 heure. Je ne sais pas jusqu'où, je ne l'ai jamais donné, fait que je ne peux pas savoir. Ça va être de 10h à 11h dans la salle 10, telle chose. Donc les règles sont claires. La promesse que je vous fais, c'est de faire une présentation puis de vous la redonner à la fin. Ça, c'est ma promesse envers vous. On le voit dans des équipes, même chose. Donc, je te promets que je vais répondre à ta question d'ici vendredi. La promesse, c'est pas quelque chose qui est immuable, qui ne peut jamais changer. Hein? Ça, c'est une prédiction. Ce qu'on veut dans la promesse, c'est d'être capable de dire, je vais faire tout en mon pouvoir pour réaliser ce que j'ai dit, mais ça exclut les choses qui sont hors de mon contrôle. Mon électricité coupe chez nous. Je m'excuse, j'ai plus d'Internet, je ne peux plus me connecter. Mais c'est pas que je ne peux pas répondre, mais là, c'est hors de mon contrôle. Donc, ça ne brise pas ma promesse. Je n'ai pas volontairement dit que je te ghost puis je répondrai à ton courriel avant 2 semaines. C'est pas ça. Donc, ce que je veux dans la promesse, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on voit dans le travail? Des promesses au nom des autres. Je vous promets que le projet sera livré par telle date. Mais l'équipe a fait quoi? Ça existe encore. Ça fait 20 ans là, que l'agilité est là, puis c'est encore vrai, là, ces choses-là. Bien, la théorie des promesses, là, si vous voulez, il y a un beau petit livre, il y a des petites vidéos YouTube là, de cette personne-là qui explique son truc. C'est extrêmement mathématique. Là, je dois potentiellement pas, elle est où la ligne de qu'est-ce que je choisis et qu'est-ce qu'on voit? Des responsabilités sans autorité. Pauvre PO qui se fait dire... Tu es le gardien de la vision, tu es responsable du backlog. Mais si tu veux changer, par exemple, il faut que tu passes au comité comité directeur après. Là. Mais là, c'est qui de bord, le vrai PO? C'est le comité, ou c'est le VP, ou c'est un tel qui a la véritable autorité. Ça, là, c'est la pire chose. Je me fais donner des responsabilités, mais je ne peux pas décider ce que je fais. Fait que qu'est-ce qui se passe? J'essaie de faire réaliser le truc, mais je n'ai pas d'autorité, fait que je ne peux pas influencer qui doit le faire. Puis de l'autre côté, on s'entend que je le fais, mais je n'ai pas l'autorité, donc qu'est-ce qu'il fait? Je ne livre pas. Fait que je suis vraiment entre les deux, là, puis je me fais ramasser puis écraser dans le trou. Donc, arrêtez de faire ça. Si vous déléguez un rôle à quelqu'un, il doit avoir l'autorité de faire de quoi? Et inversement, si vous vous faites dire « tu es responsable de ça », bien, clarifier l'autorité. Je peux-tu décider ça? Et où la ligne, là? Parce que si tu me dis de faire ça, j'ai besoin de telle autorité. Tous les rôles, là, que ce soit Scrum Master, le fameux Scrum Master versus le chargé de projet, là, je le vois, là, c'est pas facile, la ligne est où?
Mais le pire qu'on voit, c'est un Scrum Master qui se ramasse à juste allumer des mailés puis remplir le document pour la revue. Là. Colin, donnez-y de l'espace un peu. Là. Sa job, c'est d'organiser le travail puis d'aider les gens à grandir. Puis si on lit le guide Scrum, il y a même une responsabilité envers l'organisation. Laissez-le de sortir de son équipe un peu. Là. Il faut qu'il aide à gérer, donc impliquez-le à l'intérieur. Puis quelqu'un qui est impliqué et qui a de responsabilité sans autorité, là, son engagement, là, je peux rien faire. J'ai plein de bonne volonté, mais je peux rien faire. Donc, derrière ça, derrière la responsabilité et l'autorité, explicite est plus grand qu'implicite. Exprimez-le clairement. Prenez pas pour acquis que, oui, mais le guide Scrum dit que oui. Et maintenant, entre nos deux, on se fait-tu la promesse là, de c'est quoi la ligne en tant que telle? On peut-tu se l'expliquer? On peut-tu se comprendre? Prenez ce temps-là. Prenez pas pour acquis que quelqu'un comprend votre rôle et votre autorité. C'est rare quelqu'un qui va le dire, je comprends pas ton rôle, puis peux-tu me dire pourquoi tu es là? Ça arrive, mais c'est pas... Ah oui, allô, oui, puis là, on fait quoi? On fait le meeting, puis là, à la fin, comme... Ah oui, c'est quoi déjà tu fais, là? Ça fait une demi-heure qu'on parle. Mais on ne sait pas où cette ligne-là. Donc, rendez ça explicite, la transparence, qui est une des valeurs qu'on dit que l'agilité, rendre visible, transparent, etc., c'est très noble, mais c'est très utile dans, justement, cette clarté d'autorisation. Ça va jouer sur si quelqu'un va s'engager, ça va jouer sur si quelqu'un se sent à l'aise dans son travail, s'il se sent dire « Ah, écoute, ça, c'est mon carré de sable, puis je peux décider qu'est-ce que je fais à l'intérieur. » Puis quand c'est le temps de sortir, on va le voir encore tantôt, bien, je sais à qui m'adresser. Donc, de faire ça. Truc excessivement simple. Qui connaît le Delegation Poker? Qui l'a utilisé dans la dernière semaine? 1, 2, 3. On le connaît, mais honnêtement, quand j'accompagne, je ne la vois pas beaucoup. C'est un truc. Il y a plusieurs manières d'aller justement clarifier cette ligne-là. Mais c'est un truc qui est connu depuis plusieurs années, extrêmement simple à faire, basé un peu sur le Playing Poker, pour ceux qui connaissent. Et qu'est-ce que ça amène? Ça amène une conversation de justement la ligne est où? Là? Il y a une ligne là, sur mon truc. La ligne est où? Qui fait quoi? Qui peut décider quoi? On le fait. Si tu es le gestionnaire qui le décide, puis j'ai pas mon mot à dire, ça peut être ça. Il y a des décisions qu'en tant qu'entreprise, j'ai peut-être pas le goût de déléguer free for all, et c'est correct, mais c'est clair. Puis il y en a d'autres que non, celle-là, on va la prendre ensemble, ou celle-là, genre, le gestionnaire va dire « Informe-moi au pire de ce que vous avez décidé, puis je vais être heureux. » Et j'aurai pas de veto pour venir changer ce que vous avez dit. Mais c'est selon des situations. C'est pas 0 puis 1, là, de la délégation. Il y a des nuances dans ça. Cet exercice-là vous amène à avoir ces nuances-là. Les plus grandes conversations que j'ai eues, c'était avec un petit jeu très, très simple comme ça. Après ça, si ça déborde du jeu puis vous avez une bonne conversation, ben on a gagné. Le but, c'est pas d'avoir tout le monde le même chiffre, c'est de causer la conversation. Aussi niaiseux que, ben, on engage-tu quelqu'un ou pas dans l'équipe? Hein, combien de fois je vois l'équipe, ah, il y a quelqu'un qui arrive lundi. Quoi? Et là, les gens, ils sont pas prêts à ça, là. Ben oui, on fallait livrer plus, fait qu'on a rajouté 10 personnes dans l'équipe, puis il arrive le 3 janvier. Hein? Ben, c'est ça. Mais si l'équipe a fait partie de cette décision-là, on va peut-être avoir un meilleur plan à l'intérieur. Ben, encore là, leadership d'invitation. Créer ces moments-là de conversation. Et si vous êtes employé ou membre de l'équipe, posez-la la question, c'est hey, où la ligne? Moi, dans mon travail, souvent, là, j'utilise ça pour dire mon coaching, il commence puis il arrête où? Où est-ce que tu me donnes l'autorisation d'aller jaser? Bien, s'il y en a des sujets que les gens ne sont pas prêts, puis je suis comme, c'est correct, petit pas, puis on va en reparler plus tard. Ça m'aide à faire la ligne. De dire, je liste des situations décisionnelles et je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ça amène vraiment le lien. Gestion des limites. Hein? Qui, encore là, au niveau des décisions, au niveau du territoire, au niveau du temps, au niveau des tâches, qui fait quoi? Hein, on a 2 bulles, là. Ben justement, cette notion de c'est où ma bulle, puis surtout la gestion entre les 2 bulles.
Ça a un beau petit mot, puis ça s'appelle écotone, là, entre les trucs. Là, ça a bien simple. Puis il y a aussi le mix des deux bulles. Là. Qu'est-ce qui est commun à ça? Où est-ce que ça se passe? Parce que le problème, des fois, des rôles et responsabilités, c'est pas tant qui fait quoi, c'est comment on interagit. Quelles promesses on se fait, puis le début et la fin, elle est où? Le Delegation Poker aide, mais pas tout le temps. Quel est mon carré de sable? Il y a encore des liens avec les rôles et responsabilités. Et c'est extrêmement important. Un des points que je vois, qui a une definition of done dans leur équipe? Qui leur definition of done est dans un SharePoint caché, puis je ne sais pas c'est où? Ah, personne ne lève la main, mais ça rit jaune, hein? C'est ça, hein? Vous l'avez mis à jour quand? Est-ce que ça fait plus que 2 mois que vous l'avez mis à jour, par exemple? Oui, c'est ça. Ça bouge un peu. C'est une des pratiques extrêmement simples qui est dans le guide, mais qu'encore, quand j'accompagne, j'arrive à une équipe, c'est quoi votre definition of done? Puis c'est « Ah, on a quelque chose là, qui est là. Puis là, je déterre, puis ça me prend un petit peu de temps. Des fois, je n'ai même pas accès quand j'arrive. Il faut que je demande accès pour comprendre c'est quoi. Bien, c'est une pratique extrêmement simple. Et ça, à tous les niveaux, là. Qu'est-ce qui fait que j'ai fini quelque chose? Que j'ai toutes mes étapes qui sont faites? Et souvent, ben, quand les gens arrivent, ben, ils arrivent avec leur définition. J'ai fait ça avant, je suis correct. Et encore là, quelles promesses on se fait entre nous, en tant qu'équipe? Est-ce qu'on se comprend? C'est un moyen de le faire. Donc, d'être capable d'aller définir ces limites-là, de les rendre explicites. Vous pouvez utiliser encore des petits ateliers. Vos amis, les Scrum Masters, vont adorer faire ces ateliers-là. Ils attendent rien que ça pour pouvoir prendre la place. Donc, donnez-leur cette possibilité-là. Ça va aussi clarifier énormément de conversations. Chaque fois que je fais une definition of done, ça déborde, ça prend 2 meetings pour y arriver. C'est pas grave, l'équipe se parle, s'entend sur c'est quoi. Puis après ça, ben, mon PO, quand on lui dit on a fini, mais il comprend aussi c'est quoi. Mes gestionnaires aussi qui disent ben, ça va-tu être prêt, as-tu fini? Ben, quand je lui dis oui, ça inclut ça. Quand je fais un estimé, ça inclut toutes les choses. On a une entente à l'intérieur. C'est extrêmement simple. J'ai encore de la misère des fois à le voir dans certaines équipes. Protocole d'interaction. Super intéressant et qu'on ne prend pas très... on ne prend pas souvent le temps de comprendre ça. C'est la manière dont on se parle, la manière dont on interagit. Les protocoles, là, vous pensez à des méthodes, pensez à un protocole de désinfection, peu importe, c'est des étapes très précises. Dans nos interactions, il y en a. Il y en a, par exemple, dans les mots qu'on utilise, les langages. Pensez à la communication non violente, par exemple. C'est un protocole de comment je peux formuler des phrases afin qu'il n'y ait pas de violence verbale. C'est un protocole connu à l'intérieur. Donc, c'est une structure, ce sont des outils. Par exemple, j'insiste énormément que les gens parlent en « je » versus de « il » ou « on ». Hein? Quand on commence la phrase par là, ouais, on sait bien, lui, il, puis là, ou le fameux « tu », ben ça pointe les gens à l'intérieur. Votre langage que vous utilisez a un impact sur la personne devant vous. Si vous parlez en « je », j'exprime ce qui est vrai pour moi, versus de dire si je dis un « on » ou un « il » où j'essaie d'exprimer une vérité universelle. Hein, je dis « ton travail il est poche ». Ça fait mal de recevoir ce genre de commentaire-là, versus de dire « j'ai pas aimé telle section parce que… » c'est pas la même manière de le recevoir. Et c'est juste moi. Je ne suis pas en train d'affirmer que, fameux, hein, on dit souvent, la compagnie, blabla, insérer raison ici. Non. Là, vous êtes en train d'utiliser une entité virtuelle, puis lui donner une personnalité, puis lui faire dire des vérités. Ça devient très difficile. Donc, votre langage devient extrêmement important là-dedans. Les débuts des rencontres, savez-vous ça, le genre des rencontres commencent à 9h01 ou encore mieux que je vois là. Il est 9h38 secondes. Bon, bien, on part. Le monde n'est même pas rentré encore. Ils n'ont pas fini l'autre meeting parce que l'autre a fini 3 minutes en retard. Donc, qu'est-ce qui se passe? On rush. Hein? On s'est dit que c'était de 9h à 9h30, puis là, vous n'êtes pas là. Brèche de promesse. Puis là, qu'est-ce qui se passe? On fait ça toute la journée. Là, hein?
tous les meetings sont alignés dans votre calendrier, là, puis on espère donc. Puis avant, je ne sais pas comment on faisait, là, mais c'était pareil. Mais qu'est-ce qui se passait? On courait quasiment entre les salles puis les étages pour arriver à ça. Il y avait toujours du retard. Mais on avait une certaine... on disait, ah ben là, il faut que je change de salle ou change de building, des fois même. On va laisser du temps. En ligne, je ne le vois plus, ça. Il est 15 secondes en retard. Go, on part. Là, je rentre dans le meeting, puis on est déjà dans le vif du sujet. On n'a même pas dit bonjour. Puis on est déjà tombé dans ça. Arrêtez ça. Ce n'est une structure. Il y a un truc extrêmement simple dans Outlook. Faites vos meetings, finissent avant. C'est un des trucs que Daniel Mézic donne, c'est justement de dire vos meetings, commencez-les à l'heure. Donnez-vous 1 ou 2 minutes, aussi niaiseux que les gens rentrent, puis finissez vos meetings avant la fin. Mais dans votre Outlook, pas juste on va finir 5 minutes avant. Qu'est-ce qui se fait? On étire et on débat. Si vous mettez l'option dans votre petit Outlook qui dit que ça va durer 5 minutes de moins, au moment de la créer, elle va durer 25 minutes au lieu de 30. Puis dans Teams, là, quand il dit il vous reste 5 minutes, il va être 9h20, pas 9h25, puis qu'on essaye de closer. Ça va, vous donner le temps de converger. Il n'y a rien de pire que finir une conversation puis qu'on est en divergence puis qu'on est en exploration. On n'a pas convergé sur ce qu'on voulait faire ou prendre la décision ou le next step. On veut terminer avec ça, ça finit bien. Bien, c'est une manière très, très simple de forcer la convergence. Parce que sinon, ben, on se fait un peu violence de créer des meetings dans votre journée. Là. Aujourd'hui, vous faites comme « Ouh, yeah, j'ai du temps entre mes meetings. » Donnez-vous ce droit-là. On le prenait avant parce que physiquement, je n'avais pas le droit. Je n'avais pas le choix d'arriver à l'intérieur de ça. Donc, présentement, donnez-vous des trucs à l'intérieur. Imposez-le. Ça fait plusieurs années que je l'utilise, puis c'est plutôt rare que je déborde. Ça m'arrive, mais c'est plutôt rare. Pas mal moins présent. Donc, donnez ça à vos adjointes administratives. Là. Fait que la majorité des meetings de l'organisation vont être rendus comme ça. C'est ce que j'ai fait chez des clients, puis ça paye. Ça paye. Un des points très importants, je l'ai dit au début au niveau des open space, avoir des processus de groupe entier, des whole group process. Donc, faire participer le monde. On dit tantôt leadership d'invitation. Si je suis un groupe de gestionnaires qui a pensé dire je vous reviens avec ça, puis que là j'ai réfléchi, puis que là qu'est-ce que je fais? Ben là j'arrive avec la solution, puis bon on va faire ça, Les gens sont en mode je reçois, mais encore là, j'ai des responsabilités, mais j'ai pas d'autorité, parce que c'est déjà décidé. Puis là, si j'ai une idée différente, mais là, on va le faire de même, puis on va quand même voir. Mais la décision, elle est déjà prise. Je n'ai pas participé à ça. Ça, là, quand on dit people-centric, là, si vous ne les faites pas participer à vos problèmes, les gens, ils sont désengagés. Ils cherchent, ils se disent, ben là, je suis supposé être expert dans ça, mais je n'ai même pas participé. S'il y a plus de complexité, ça prend plus de participation. Puis si vous me dites après, oui, mais Dave, ça coûte cher faire un meeting à 50 personnes. Ça coûte combien? Pas le faire, parce que là, après ça, il faut que j'explique à tout ce monde-là qu'est-ce qui s'est passé, que j'ai décidé que ça fait 6 mois que je prends une décision. C'est des cas vécus, c'est même pas... Ça peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois. Je dois, après ça, tout le cheminement pour arriver à cette décision-là. Les gens avec qui je le fais n'ont pas participé à ce changement-là. On l'a dit tantôt, une transition, une transformation, c'est un voyage, on change. Mais si je fais juste arriver avec le fait accompli, je ne suis pas dans un processus de changement, je suis dans un choc. Je suis là, puis j'ai été téléporté dans l'autre île. Oh, attends, j'ai plus de repères. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de comprendre la situation. Alors, je n'embarque pas dans la décision. Là, qu'est-ce qu'on fait en tant que gestionnaire? Bon, ben, on verra les effets, puis on gérera l'effet qui va se passer. Non! Faites participer les gens. C'est un voyage. Vous êtes des experts à faciliter, à mentorer les gens. Le fameux, c'est ça, ça coûte cher, etc. Je l'entends. Ben, sauf que ce que je ne vois pas, c'est mesurer tout le temps que vous faites on the side, puis le temps, le elapse aussi pour arriver à ce que tout le monde soit onboardé. Je le vois rarement. On voit le temps TI de développement, là, mais on ne voit pas tout autour pour arriver à ça. Mesurez-le. Sinon, si vous me dites ça coûte trop cher, on va le faire en petits groupes, puis on verra après. Puis là, ça a pris une couple de semaines avant d'arriver, puis on ne comprend pas pourquoi les gens sont engagés. Bien, honnêtement, vous n'aviez pas assez mal pour le faire en groupe. Là. C'est que vous aviez le temps de faire ça.
C'est pas une mauvaise chose, mais accepter le fait que les gens vont arriver plus tard. Ils n'arriveront pas au moment où vous allez annoncer le truc. Encore là, la notion d'open space, de la manière que ça marche, Harrison Owen est un peu l'inventeur, ou en tout cas l'a écrit, comment dire, contextualisé dans son livre et dans ses pratiques sur comment tu travailles en grand groupe. Puis quand je dis grand groupe, c'est plusieurs centaines à plusieurs milliers de personnes sur des open space, sur comment on règle des problèmes. Il y a d'innombrables manières qui ont été faites. Si vous regardez son TED Talk, c'est vraiment intéressant sur comment il arrive à régler des problèmes en grand groupe et que ça amène cette notion d'open space là, derrière ça. Ce que ça veut, c'est créer un changement de culture et un processus. Je pars d'une étape X, j'ai des conversations, je décide, j'ai un moment transitoire et je reviens ensemble pour revoir. C'est la notion là, de très, très simple de dire, je passe d'un état, j'ai un moment transitoire compliqué, puis j'ai un nouvel état. Et ce que je veux, c'est créer ce mouvement-là. Si vous le faites dans votre organisation, on le dit toujours, hein, l'agilité, si c'était juste des processus, on ne serait plus là. On n'en parlerait plus de changement. Ça serait déjà fait. Il y aurait trois vidéos YouTube, puis tchoc, on aurait fini. Je dis souvent aux gens, vous voulez vraiment que je vous explique Scrum? C'est gratuit sur Internet. Ah, OK, parce que le problème, c'est pas Scrum. Et pourquoi tu ne l'appliques pas? Ah, OK. C'est un autre problème qui est tout aussi valide. Mais l'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est l'humain. Il n'aime pas changer, il a peur, il a de la réfraction, puis il pense qu'il a la meilleure idée que les autres. On est comme ça. Je m'inclus, je me reconnais dans ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut après ça? C'est faire des changements ensemble. Et si on a des approches où on travaille bien ensemble, encore là, l'open space, c'est une structure qui permet de gérer de manière ouverte. Vous entendez aussi, mettons, des lean coffee, des choses comme ça. Scrum est basé là-dessus, Kanban aussi, toute la notion de travailler en équipe. Puis équipe, ben, c'est pas juste les devs, hein, c'est l'équipe avec un grand E. On est tous dans ce même bateau-là. C'est des processus qui sont super importants. Mais qu'encore, nos réflexes, souvent, c'est hey, on ne peut pas faire un meeting à 30. On va être 3 personnes que je vais choisir, puis qu'on va faire de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les 3 personnes qui ont fait le truc, ils sont dedans, puis ça comprend. Les 27 autres font comme, qu'est-ce que tu as fait là? Oui, mais. Puis là ben, on fait 3 meetings pour aligner. Ben, le temps qu'on a passé entre les deux, si on l'avait fait ensemble, pas mal sûr qu'on aurait sauvé du temps. Approche empirique ou l'empirisme, hein, on en parlait tantôt avec Dave West. Empirisme versus déterminisme. Empirisme, hein, qu'on dit qui est l'approche scientifique, où ce qu'on fait, c'est qu'on pose une hypothèse. On fait une expérimentation avec, encore là, un temps défini, il y a des promesses, on essaie de regarder comment on va tester la patente, qu'est-ce qu'on pense, hein, c'est quoi le résultat qu'on pense qu'il va obtenir. On va l'expérimenter, puis après, on va inspecter. On a-tu ce qu'on voulait? Puis peut-être que oui, peut-être que non, peut-être qu'on a quelque chose de complètement différent qui est arrivé, puis on a fait « c'est encore meilleur que ce que je pensais » ou autre. Puis là, on va travailler. Versus le déterminisme qu'on dit « je vais faire un plan. Je vais aligner toutes mes ressources, je vais aligner toutes mes choses, puis ce que je vais faire, c'est que je vais suivre mon plan, puis ça va garantir que je vais arriver à ma valeur que je cherchais. » Et là, si on déroge du plan, tout ce que j'ai à faire, c'est réaligner le plan. Parce que le plan, il est bon. On l'a tout pensé au début. On pensait qu'on avait tout à faire. Ça, là, 95% de mon travail est là. C'est de changer ce mode de pensée-là. C'est pas que le déterminisme n'est pas bon. Il fonctionne dans des situations super intéressantes. Très simples. Mais quand on arrive dans de la complexité, puis aussitôt qu'on ajoute de l'humain, il y a de la complexité, là, honnêtement. L'empirisme est là pour ça. C'est la pierre angulaire de toutes les pratiques agiles, toutes les choses. Mais honnêtement, ça, c'est ce que j'ai le plus de difficulté à faire changer. On parlait tantôt du funding ou n'importe quoi. Bon, qu'est-ce qu'on veut? C'est tout le faire en amont pour aligner. Il disait tantôt, ne faites pas votre transformation en mode waterfall. C'est ça. C'est qu'on se dit, ben oui, je l'ai la recette. Puis c'est tellement rassurant d'avoir la recette. Parce que, je sais comment le voyage va tout se passer, qu'il n'y en a plus d'enjeu. Je vais le faire, la transition, c'est une petite balade dans le parc. On le sait que c'est pas ça. Aussitôt qu'on met le pied dehors, là, pouf, là, oh mon Dieu, attends, c'est pas pantoute ce que j'imaginais ou c'est pas passé ce que j'avais prévu. Alors, je dois avoir des moyens de me réaligner.
Peu importe la pratique ou autre, elle doit être plus empirique. Elle va vous aider à faire ça. Donc, si vous avez l'impression que vous avez un plan de match qui est déroulé sur 2 ans et que tout va bien aller, vous n'êtes pas en empirisme. C'est votre plan, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour réaligner ton plan au fur et à mesure. Ça ne dit pas de ne pas faire de plan. Mais n'en faites pas votre nouveau Dieu, si on peut dire comme ça. Derrière ça, ça amène le droit à l'erreur. Encore là, c'est tough. C'est tough de dire « je vais échouer ». Il le dit tantôt, on veut focusser sur la valeur. Mais derrière ça, on a tellement peur d'échouer. On a tellement peur de paraître qu'on n'a pas réussi et qu'on n'est pas bon. Mais tu ne peux pas apprendre si tu n'échoues pas. Hein? À un moment donné, on n'a pas tous été experts dans ce qu'on fait là, sans apprendre puis s'enfarger un peu. C'est exactement ça. Puis c'est dur. Encore là, explicitement, parler de ça. En tant que gestionnaire, parlez-en avec vos équipes. Donnez-leur le droit. Prenez-les pas pour acquis parce que c'est écrit dans les définitions de l'entreprise. Ayez une conversation, s'il vous plaît. Rendez ça visible. Ça veut dire quoi? Apprentissage, inspection. Prendre le temps de regarder ce qui s'est passé. Votre fameuse revue rétro. La rétro n'est pas pire. Je sens que beaucoup d'équipes ont là. Mais la revue, là, souvent, là, elle est tough. Ah, mais on n'a rien vraiment de concret à démontrer. Qu'est-ce que tu fais depuis 3 semaines? C'est sérieusement, j'étais un peu sarcastique, mais je suis comme, waouh! Je dis, OK, j'ai investi 15 personnes dans une équipe, puis on n'a rien à démontrer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le plan, puis ça va arriver dans 3-4 sprints, on est en mini waterfall ou autre à l'intérieur. Donc, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que je veux mesurer? C'est quoi l'outcome que je vais arriver? Donc, derrière ça, vous allez avoir, par exemple, vos patterns de découpage ou des choses comme ça qui peuvent vous aider. Mais c'est s'inspecter, regarder ce qu'on a fait est extrêmement important. C'est bien, on arrive bientôt à ce moment-là. Un des articles que j'aime bien, c'est celui-là de Henrik Nyberg qui parle du Minimum Viable Product, qui l'a transformé en Earliest Testable, Usable et Lovable Product, dans le sens que j'ai un objectif. Par exemple, je voudrais avoir un truc de recherche. Bien, la première testable, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être, je vais mettre le truc de base pour voir ce que ça fait. Hein? Oui, ça cherche. Mais j'ai pas de filtre, j'ai pas de catégorie, j'ai pas de critères de recherche. OK. Version c'est pas utilisable, c'est pas assez pour mon besoin. La deuxième version, je vais mettre un critère, puis je vais te le mettre pour pouvoir l'utiliser. Puis après ça, la version lovable, mais là, je peux filtrer, je peux ci, je peux ça. C'est la même fonctionnalité, mais on l'a retravaillé. Présentement, ce que je vois, c'est que les gens font des stories puis ils les retouchent jamais. Ah, mais c'est done. Oui, mais c'est pourquoi? On n'est pas empirique. On a juste été incrémental, on ajoute des trucs, mais on ne les retravaille jamais parce que, bien entendu, on est tellement bon, on les fait toutes d'un coup sec. C'est pour ça que je le dis dès le départ. Revenez à Extreme Programming, ces principes-là, vous allez vous amuser un peu dans ça. On doit retravailler le truc. Fait que c'est pas anormal de revoir la même fonctionnalité qui revient avec peut-être des critères différents versus de vous faire une grosse story. C'est peut-être une raison pourquoi il n'y a rien à démontrer après 3 semaines. Parce que vous visez le lovable, tout beau, avec toute la sécurité, toutes les couleurs, tous les filtres. C'est sûr, ça prend du temps. C'est ça l'enjeu. Je veux rapidement aller valider mon truc. C'est ça la game qu'on cherche à jouer. Petit dernier, connaissance commune. On a des choses, de la connaissance qu'on a ensemble. Ce que je veux, c'est de la communication active. C'est pas qu'il y ait juste certaines personnes qui ont la connaissance, c'est ensemble. Donc, je dois partager, je dois ouvrir le dialogue. Je dois oser parler de ce que je pense, que je dis qui n'est peut-être pas la bonne idée ou autre. Je dois exprimer ça. La fameuse transparence versus attendre le bon moment. Hein, c'est pas le temps, on n'en parlera pas tout de suite à l'équipe, on va attendre le bon moment. Qu'est-ce qui se passe? La machine à rumeurs part. Et c'est, tant qu'à moi, pas mal plus dur à gérer que d'amener les gens encore de « je t'invite dans ce changement » versus de « je te reviens avec ça ». À chaque fois, je vois ça. Les conversations là, que j'ai dans Teams on the side, là, que j'avais à machine à café, c'est tous ceux-là. C'est comme, je n'étais pas dedans, puis là, je dois vivre avec les décisions, puis avaler la pilule et tout. Le but, c'est pas gérer les effets, les gens pas contents après en tant que gestionnaire. Oui, il y a ça, mais amenez-les dans votre changement. Puis là, quand je dis gestionnaire, là, toute personne qui va animer une transformation, là, Scrum Master aussi, PO, RTE, limite,
Vous êtes tous dans ce travail-là. Ce sont tous des acteurs de changement. Tu sais, le fameux redescendre l'information. Elle ne redescend pas, s'il vous plaît. C'est là que j'ai beaucoup de mauvaise compréhension. Ça se discute. Puis là, qu'est-ce qu'on dit? Bien, redescendez ça dans vos équipes. Je reviens 2 mois plus tard. J'ai eu chaud. Parce que c'est peut-être pas été dans le bon moment, le timing, justement, les gens n'étaient pas inclus dans ça. Ça a été donné, c'était super intéressant au début quand on en parlait, puis là, après, bien, ça s'est dilué avec l'information, mais on n'a pas compris l'intensité entre les deux. Donc, les gens n'ont pas participé au changement. Donc, c'est ça qu'on veut. Fait que, faites pas redescendre l'information, faites participer les gens à l'intérieur de ça. La fameuse première valeur agile, hein, je reviens encore, l'interaction des individus plutôt que les processus. C'est ça. N'ayez pas peur de parler aux gens. En général, les humains, on n'aime pas ça. C'est confrontant. Ça veut dire que je pourrais paraître pas bon. Puis ça, là, allez voir les travaux de Brené Brown là-dessus. Vous allez avoir des excellents livres là-dessus pour parler de ça. 2 derniers points, puis je vois que mon temps achève. Je vais essayer de ne pas étirer. Tout ce que je vous ai parlé est basé sur des règles du mécanique de jeu qui vient de Reality is Broken. Tout ce que vous faites doit avoir un but. Votre meeting, s'il n'y a pas d'objectif, s'il vous plaît, il est inutile. Si c'est écrit discussion en haut, la machine à rumeur part, puis l'anxiété aussi. Les gens ne savent pas pourquoi. Exprimer un but. Ça nous prend des règles claires. À quelle heure ça commence, quelle heure ça finit, qu'est-ce qu'on va faire, qui va faire quoi, quelles sont les règles du jeu. S'il y a un jeu, qu'on m'invite à jouer un jeu, puis il n'y a pas des règles, ou encore mieux, je fais les règles au fur et à mesure, bien, je vais dire, Dave, il est plate ton jeu, je ne veux plus jouer. J'ai besoin d'avoir un retour sur l'avancement. J'en suis rendu, je suis à quel niveau, combien de points que j'ai. S'il y avait 8 points dans votre agenda, puis qu'on est rendu au 3e, on est rendu à 3 sur 8, je sais où je suis rendu, je vois un sentiment d'avancement. Toutes nos visualisations de nos Kanban ou autres de notre travail, ça mène à dire, on en est où à l'intérieur de ça. Et encore, la participation facultative. Si on oblige quelqu'un à jouer un jeu, il va vous le saboter ou il va juste pas jouer. Fait que tous vos meetings sont des jeux. Votre transformation, c'est un méchant gros jeu aussi. Ces règles-là doivent être là. Les 4, pas juste 1 ou 2. Mais si vous faites déjà, juste de mettre, je vous mets au défi que vos meetings, c'est écrit dedans dans le titre, pas dans la description, les gens ne l'ouvrent pas et ne le lisent pas. Dans le titre, c'est quoi l'objectif de ce meeting-là? Décider de, prenez des verbes d'action. Ça va déjà, les gens vont dire, ah, oui, je dois être dans ce meeting-là. Ah non, ça ne m'intéresse pas, ça. J'ai pas besoin d'être là-dedans. C'est pas pour moi. Je peux faire ce choix-là. Sinon, ben, vous allez faire 2 heures de meeting. Vous allez dire, ouais, finalement, ça n'a rien servi. J'ai perdu 2 heures. Je le vois. Dernier point, très important. On me demande souvent, Dave, oui, mais comment je fais pour que les gens sont engagés? Derrière ça, on a plein de belles pratiques, mais l'engagement, c'est quoi? L'engagement, là, j'ai besoin d'un sentiment de contrôle. J'ai l'impression, puis OK, le contrôle est futile, OK, ça n'existe pas, je suis d'accord, mais j'ai besoin d'un sentiment où j'ai l'impression que je contrôle où s'en va le navire. Tout le monde, encore, il faut qu'il y ait un sentiment que je participe et que je contrôle la situation. J'ai besoin d'avoir un sentiment de progression, dire ce que je fais, on avance-tu quelque part? La fameuse transformation, dire on en est où? Je ne le sais plus. On est où dans notre étape de transformation? Ça n'a pas besoin d'être précis. Ça nous permet de voir, de visualiser notre voyage. Et j'ai besoin d'un sentiment d'appartenance. Je n'ai pas l'impression que quelqu'un d'autre, genre un coach agile, qui fait la transformation plutôt que l'accompagner. Je m'inclus là-dedans, puis j'ai fait mes propres erreurs dans ça. Mais la pire chose, c'est de dire, ben oui, on a fait votre transformation. Non. Le but, c'est de vous accompagner. Il faut que les gens participent à ça. Hein? Fait que dans votre transformation, justement, ben, accompagner est plus grand que faire. Ce que vu, c'est amener les gens dans leur transformation. On ne veut pas le faire à leur place ou qu'un groupe d'élite fasse la transformation pour le reste de l'entreprise. Vous allez avoir le même résultat. Vous allez faire des promesses au nom de d'autres personnes qui n'ont pas participé, puis les gens n'auront pas vécu le voyage. Donc, peu importe le modèle de transformation que vous prenez, là, vous voyez, je n'ai pas présenté de modèle, je ne suis pas attaché, mais ce pattern-là doit se retrouver dans votre approche. Le voyage, le chemin de passer d'une étape à l'autre, qui est carrément un rite de passage, si vous cherchez un peu dans l'humain comment on change d'une étape à l'autre, il faut que les gens participent. Si la personne ne participe pas à ça, puis qu'on lui demande une recette, ça ne fonctionnera pas.
Puis ces 8 modèles-là, ben, ça va vous aider à aller vers là. Donc, ça vous amène à faire ces choses-là. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, ben, il faut aller voir sur l'Open Leadership Network. Daniel donne un cours d'une journée, dans 2 jours, je crois, sur les 8 modèles que j'ai suivis, super intéressant, où on rentre plus en détail à l'intérieur. Sinon, les différents livres peuvent être intéressants de ce point de vue-là. Ou encore, ben, appelez-moi ou écrivez-moi, puis on va aller prendre un temps ensemble, puis on va jaser. Hein? Encore là, on va connecter pour en parler un petit peu plus. Donc, de créer un lien ensemble. Voilà. Je pense qu'on a un petit 5 minutes gros max pour questions, commentaires, s'il y a lieu. Un, deux, allô. Yes! Bonjour. Quand tu as parlé tantôt de les meetings et les résoudre des problèmes en groupe, tout ça, un des éléments que moi, je pense que j'ai observé dans la réalité de ça, souvent j'ai l'impression que plus que les groupes sont grands, plus que certaines personnes prennent de l'espace plus que d'autres, puis je trouve que quand on fait des réunions en groupe, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont comme moins l'occasion d'être capables de s'exprimer. Fait que j'ai l'impression que dans des circonstances comme ça, peut-être c'est pas nécessairement favorable à augmenter l'engagement pour ce genre de personnes-là, si on veut. Je voulais savoir si tu aurais peut-être des pointers, des patterns. Par exemple, par rapport à des ça. manières, les liberating structures sont des manières de gérer des grands groupes. Excuse-moi, Liberating structures, c'est des activités que vous pouvez faire qui vous aident à gérer plusieurs grands groupes. L'open space, là, la manière de dire, c'est tout breaké par petites salles. Fait que nécessairement, ta personne qui parle le plus, ben, elle n'en parle pas de 2000 personnes. Fait que c'est des structures qui existent, qui peuvent vous aider à gérer ça dans la rétrospective, par exemple, quand l'architecte parle pendant 15 minutes de son truc. Ben, vous pouvez un peu le contenir. Fait que c'est des outils qui existent que vous pouvez appliquer sans être dans de l'agilité à 100%. C'est des conversations. Good. Ben, je vais être là toute la journée. Vous avez l'occasion de me croiser, n'hésitez pas. Hop, il y a peut-être un autre point ici. Oui, bonjour. Bonjour. Concernant les rôles et responsabilités, là, ce que j'ai vu souvent, c'est qu'on distribue les rôles, puis on considère que la personne est souvent effective au lendemain. Moi, je suis aussi chargé de projet. Ce que je me rends compte, c'est que quand tu es chargé de projet, tu t'en vas vers l'agilité, c'est qu'il y a un certain nombre de rôles que tu exerces en gestion de projet qui se transfèrent au Scrum Master, au PO, ces choses-là. Mais il faut qu'ils deviennent conscients de ces responsabilités-là, parce que le PO est un peu le gardien de la portée par rapport aux utilisateurs. Mais comment on peut faciliter cette transition-là? Ben, la première chose, on va s'en parler ensemble. La pire chose, c'est qu'un sous-comité s'organise avec une description de tâches on the side. Ça, il faut engager parce que la transformation, tu sais, on va prendre une nouvelle forme. Fait que le rôle que vous avez maintenant n'est pas le ou les même que vous allez avoir après. Puis probablement pas le même titre. Ça, là, ça fait peur. Là. Fait que ça, c'est potentiellement plusieurs conversations. Il y a déjà de l'apprentissage, déjà bien des entreprises qui ont commencé à les expérimenter, commencent à avoir des trucs intéressants où justement, le chargé de projet se transforme en quelque chose d'autre. On va donner... Des fois, c'est des gens qui vont carrément prendre des rôles différents parce qu'ils ont des atomes crochus plus, par exemple, avec un PO ou autre, qui vont devenir ça pour cesser d'être un rôle. C'est une des options que des fois on voit. Mais ce qu'on veut, c'est surtout activement en parler. Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant dans ma nouvelle forme? Pas le « je vais faire quoi », puis je vais faire comment ce que je faisais déjà, je vais le faire comment après. On ne transforme rien. On fait juste changer un titre, mais on n'a rien transformé en arrière de ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut, c'est d'aller prendre le besoin puis d'aller dire qu'est-ce que je vais créer de nouveau. Ça, là, il y a plus qu'une conversation pour arriver à ça. Mais commencer plus tôt que plus tard. C'est un point très, très chaud dans les organisations, celle-là. Tout ce qui est middle manager, là, puis j'inclus les chargés de projet un peu dans ça, là, la sandwich est écrasée sur eux autres. Là. C'est très difficile. Super, ben je ne retiendrai pas plus longtemps parce qu'il y a une prochaine conférence. Donc, bonne journée!